À contre-cœur, j'ai cédé à la persuasion de Tom et décidé d'assister à la soirée. Lui et son épouse, Marie, insistaient, arguant qu'il était temps pour moi de redécouvrir les joies de la vie. J'ai tenté de les assurer que je n'étais pas prêt pour les mondanités, surtout dans un cadre rempli de couples heureux, ce qui, j'en étais certain, serait le cas à cette réunion. Cependant, mes objections semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd, et en fin de compte, leur persistance acharnée, couplée à la menace d'une surveillance nocturne à mes côtés, m'a convaincu de participer. C'est ainsi que je me suis retrouvé assis seul dans un coin, observant, comme je le craignais, les interactions entre les différents couples, certains heureusement assortis, d'autres en quête de connexion. Je n'étais pas le seul invité célibataire, mais j'étais peut-être le seul à ne pas activement me mêler aux autres ou à tenter d'engager la conversation avec les couples mariés, réputés pour leur sociabilité de ce genre. Je ne suis pas là pour porter un jugement, je me contente de relater la situation. Peu après notre arrivée, une bière m'a été tendue, et chose remarquable, je tenais toujours la même bouteille 1 heure plus tard. Elle avait considérablement chauffé, et je n'avais pas pris une seule gorgée depuis au moins 30 minutes. De temps en temps, des invités s'approchaient pour me saluer, s'enquérant de mon bien-être. Je me suis efforcé de converser, bien que l'attention se soit surtout portée sur eux plutôt que sur moi. Je n'ai jamais été particulièrement friand de parler de moi, et mes expériences récentes rendaient la chose encore moins attrayante. Ces échanges anodins finissaient par se terminer, mes connaissances passant à d'autres conversations, me laissant me replonger dans mon fauteuil. C'est à ce moment-là, environ 1 heure après mon arrivée, qu'elle est entrée dans la pièce. Je l'ai repérée instantanément et espérais ardemment qu'elle ne m'ait pas vu. Me levant précipitamment, j'ai cherché Tom et l'ai trouvé dans la cuisine, en pleine conversation avec un groupe de personnes dont je connaissais les noms, mais moins les personnalités. « Alors, tu fais enfin ta tournée mondaine » a-t-il remarqué. « Henri ? Non, elle vient d'arriver. Il faut qu'on s'en aille. » Il a compris immédiatement à qui je faisais allusion. « Pourquoi devons-nous partir, Henri ? On est à peine là depuis 1 heure. Tu sais pourquoi nous devons partir. » Désolé, mon pote, mais je ne pars pas. Je ne vais pas essayer de persuader Marie non plus. Tu n'es pas obligé de partir pour toujours. Dépose-moi juste chez moi et reviens. Nous ne partons pas, Henri. Il est temps d'affronter sa présence ici. Tu sais que je ne peux pas gérer ça, Tom. Je croyais que tu étais mon allié. On est amis depuis la première année à la fac. Et en tant qu'ami, je te dis qu'il est temps d'affronter tes craintes. Vous habitez tous les deux dans le même quartier, alors les rencontres sont inévitables. Tu dois trouver un moyen de faire face, et ce soir est une occasion idéale pour commencer. Nom d'un chien, je n'étais vraiment pas préparé à ça. De toute façon, une soirée agréable était improbable après le divorce. J'avais perdu le goût des mondanités, et ce soir, mes émotions étaient loin d'être tranquilles. D'accord, envoie-moi juste un message quand tu seras prêt à partir, et je te rejoindrai dehors. Qu'est-ce que tu comptes faire, Id? Il a ri, mais sais-tu promptement face à ma réponse. Voilà mon plan pour l'instant. La maison est spacieuse, et le 2e étage reste inutilisé. Préviens-moi juste quand on part. Tom a secoué la tête tandis que je me retournais pour monter, me dirigeant vers les étages supérieurs. J'ai jeté un bref coup d'œil en arrière, remarquant que Connie était absorbée dans sa propre conversation, ce qui m'a permis de traverser discrètement la pièce principale et de monter l'escalier faiblement éclairé, me retirant finalement dans la chambre d'amis de Pete et Stella, les hôtes de l'événement. J'ai traîné une chaise jusqu'à la fenêtre et écarté les stores pour scruter la nuit. C'était une soirée claire, la lune brillant avec splendeur au-dessus. Le clair de lune, intensifié par la lueur urbaine ambiante, entravait la visibilité des étoiles, mais quelques-unes restaient discernables. Oui, je me sentais comme un lâche en me réfugiant ici, mais le divorce avait été un coup terrible. J'avais toujours envisagé une vie entière avec une Constance Alicia Zimmerman bien précise, et je croyais fermement que ses sentiments pour moi égalaient mon dévouement. Dévoiler la fausseté de ces 2 convictions a laissé une cicatrice durable, et j'étais loin d'être guéri. Même après 16 mois écoulés depuis la séparation finale, je n'avais pas vraiment suivi le temps, mais cela me semblait une éternité. J'attendais un message de Tom signalant qu'il était temps de partir. J'étais parfaitement conscient que mon téléphone fonctionnait correctement, mais cela ne m'empêchait pas de le vérifier toutes les quelques minutes, juste pour être sûr. J'aimerais pouvoir partager un conte extraordinaire sur la façon dont Connie et moi nous sommes croisés pour la première fois, mais notre histoire était plutôt banale.
Nous résidions tous les deux dans le même dortoir pendant notre première année d'université et nous nous sommes rencontrés lors d'une sorte de rassemblement de groupe. Aucun de nous ne cherchait quelque chose de sérieux à l'époque, nous fréquentions donc tous les deux d'autres personnes. Cependant, au début de notre deuxième année, tous les autres avaient simplement disparu. Ni l'un ni l'autre n'avions trouvé quelqu'un qui nous apporte autant de joie que nous nous en apportions mutuellement, alors, à partir de ce moment, il n'y a eu plus que Connie et moi. Du moins, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Nous étions mariés depuis 4 ans lorsque j'ai découvert que les vérités auxquelles j'avais autrefois tenu, n'étaient pas vraies du tout. Je travaillais de longues heures, parfois de l'aube au crépuscule, et m'absentais occasionnellement 2 ou 3 jours pour affaires, si nécessaire. Mais nous voulions acheter une maison et fonder une famille, alors tout semblait en valoir la peine. Je gardais une photo de Connie dans mon portefeuille pour la regarder quand j'avais envie d'abandonner, et ça m'encourageait toujours. Ça me manque. Elle me manque. Je n'ai pas entendu la porte de la chambre s'ouvrir. J'étais plongé dans mes pensées, à contempler les étoiles qui scintillaient dans le ciel. Je me suis rappelé que ce serait l'une de ces soirées où Connie et moi nous installions au bord de la piscine municipale sur des transats, en sirotant des verres et en parlant de notre avenir. C'était presque ironique. Et même lorsque j'ai entendu sa voix, une partie de moi a cru que c'était un simple souvenir plutôt qu'une réalité. Mais c'était bien réel. La vue est magnifique ce soir. À mon grand étonnement, je n'ai pas tressailli ni ne me suis détourné. Je savais qui c'était, et la regarder dans les yeux était trop difficile. Elle n'est pas aussi belle que toi, Connie. Sa voix a hésité un instant. Elle ne s'attendait pas à un compliment. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, Henri. Tu me donnes de faux espoirs. Je suis resté silencieux. J'ai simplement continué à regarder par la fenêtre. Elle a poursuivi, alors tu es monté ici pour m'éviter? Ouais. Tu me détestes encore autant que ça. Je ne t'ai jamais détesté, Connie. J'ai détesté ce que tu as fait, mais je ne t'ai jamais détesté. Alors pourquoi monter ici et te cacher? C'est trop douloureux de te regarder, de te voir et de réaliser que tu n'es plus à moi. C'était ta décision, Henri. Je t'ai dit que je ne voulais pas divorcer. Je n'ai même jamais signé les papiers. Tu as dû attendre toute la période obligatoire. Je t'ai dit que je ne signerais jamais rien qui nous séparerait. C'est là que nos chemins se séparent, Connie. À mes yeux, c'était ta décision, pas la mienne. Et tu l'as prise quand tu as décidé de coucher avec Marc. Elle inspira profondément et réprima peut-être même un sanglot. Mais quand elle reprit la parole, elle avait retrouvé sa détermination. Je suppose que c'est une conclusion raisonnable. En parlant de Marc, je ne l'ai pas vu arriver avec toi. Je n'ai jamais été avec Marc, Henri. Du moins pas de la façon dont tu l'insinues. Je ne l'ai pas revu depuis que tu nous as surpris, et je n'ai eu que 2 conversations téléphoniques avec lui après ça. Je ne l'ai jamais aimé, et je te l'ai dit. Mais tu as couché avec lui. Oui, je l'ai fait. Je ne vais pas le nier. Tu travaillais sans arrêt. Donc c'était de ma faute? Non, j'essaie simplement d'expliquer pourquoi j'ai fait le mauvais choix. C'était entièrement de ma faute. J'étais seul et tu me manquais, et Marc a dit tout ce qu'il fallait. Il a réparé le broyeur d'ordures pendant que tu étais. Enfin, où que tu sois. Il me tenait compagnie quand j'avais besoin de quelqu'un. Tenez compagnie? C'est comme ça que tu appelles ça? Oui, Henri, parce que c'est précisément ce que c'était. Du moins, au début. Et oui, il était séduisant et j'étais attiré par lui, mais pas plus que par n'importe quel autre homme que j'ai connu. Mais il était disponible. Et c'était tout l'avantage dont il avait besoin. Il me voulait. Et j'ai cédé. À mon éternel regret. Et tu ne peux pas appeler ça de la confiance, Connie. Je te faisais confiance pour ne pas me faire ça. Je sais. Je sais. J'aurais dû dire que j'avais vraiment aimé ça. Et comme tu ne l'as pas découvert, j'ai pensé que ça n'aurait pas d'impact sur toi ou sur nous. J'ai refait la même erreur. Et c'est là que tu es tombé sur nous. Malgré tout, ça ne m'a pas semblé aussi intense ou épanouissant la deuxième fois, pourtant. C'était satisfaisant, mais pas assez convaincant pour justifier de te perdre. Tu ne t'attends pas à ce que j'ai des remords pour toi, n'est-ce pas? Non, Henri. Comme tu l'as dit plus tôt, j'ai pris une décision, et maintenant je dois en assumer les conséquences. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez de la sympathie pour les décisions que j'ai prises.
À ce moment-là, je me suis retrouvé à court de mots. On peut supposer qu'elle ressentait la même chose car un silence inconfortable s'est installé entre nous. Son silence m'a fait me demander si elle était toujours là. Par conséquent, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Elle se tenait là, fixant le sol, en train de tamponner délicatement ses yeux avec un mouchoir. Mince. Même au milieu de tout ça, elle restait aussi magnifique que jamais. J'ai redirigé mon regard vers la fenêtre. Alors, tu es avec quelqu'un actuellement? Vu que ça ne s'est pas concrétisé avec Marc. Non, j'ai participé à quelques rendez-vous, mais rien de significatif ne s'est développé. Et toi? Tu consacres juste tout ton temps au travail? Pas de rencontres romantiques? Récemment, je n'ai pas nourri beaucoup d'affection envers ton genre. Henri, pivote et fais-moi face. Je préférerais ne pas le faire. Pourquoi ça? Je te l'ai déjà expliqué. Ça cause trop d'angoisse. Qu'est-ce que tu attends de moi, Connie, exactement? Je désire que tu me regardes. S'il te plaît. J'ai pivoté et je me suis retrouvé à fixer les yeux de l'amour de ma vie, la femme la plus rayonnante, du moins à mes yeux, à avoir jamais honoré ce monde de sa présence. Je l'ai dévisagée de la tête aux pieds. Elle portait une courte jupe noire et un chemisier bleu roi, relativement sobre, si ce n'est la fente sur le devant qui révélait qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Mon regard a dû s'attarder un peu trop longtemps puisqu'elle l'a remarqué et l'a mentionné. Non, je ne porte pas de soutien-gorge. Il y a des choses qui ne changent pas, n'est-ce pas? Connie a toujours abordé son apparence avec humour. Elle plaisantait en disant qu'elle pouvait facilement passer pour une adolescente. Et il y avait une part de vérité là-dedans. Elle se souciait rarement de la mode, privilégiant le confort au style, et n'adoptait une tenue formelle que lorsque la situation l'exigeait. Je reste légère aujourd'hui, a-t-elle lancé avec un ton enjoué. J'ai plongé mon regard dans ses yeux. Une lueur espiègle était perceptible. Pendant un bref instant, cela m'a surpris. Puis, j'ai commencé à me demander pourquoi elle avait opté pour cet ensemble particulier ce soir, habillée de la sorte. Cette tenue, c'est pour qui? Tu es ridicule. Elle a souri en coin. Allons, Connie. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que c'était une simple coïncidence? Que tu es arrivé habillé ainsi par hasard, ignorant ma présence ici? Tu me prends vraiment pour un tel naïf, Henri? Je savais pertinemment que tu serais là, a-t-elle déclaré, se rapprochant. Tu réalises pourquoi Tom et Marie ont tant insisté pour que tu sortes ce soir? Et comment ai-je pu dénicher ta cachette? Une soudaine réalisation m'a frappé alors que je comprenais le plan élaboré qui m'avait pris au piège de cette embuscade émotionnelle. Ils se sont vraiment donné du mal pour assurer ma présence ce soir. Les fois précédentes, ils ont tenté de me faire sortir, mais j'ai toujours refusé. Finalement, ils ont cessé d'essayer. Mais ce soir, ils n'acceptaient pas mon refus. Alors, tout cela était une grande orchestration? Dans quel but? Quel résultat concevable espères-tu? Je veux une chance, Henri. Une chance. Que veux-tu dire exactement par là? Je suis arrivé ici avec deux ambitions. D'abord, je veux que tu me fasses monter à l'étage et que tu sois avec moi. Appelons ça faire l'amour. Appelle ça comme tu veux, sans engagement. Tu es le seul homme que j'ai jamais vraiment aimé. Et c'est déchirant chaque jour de réaliser que tu n'as pas été le dernier homme avec qui j'ai partagé une intimité. J'aspire à cela. J'en ai besoin. Je souhaite avoir le sentiment de t'appartenir encore, ne serait-ce que pour ce soir. Je ne pouvais pas ignorer la sincérité de sa requête, mais je doutais de sa nature inconditionnelle comme elle l'affirmait. Et quelle est la deuxième aspiration? Je souhaite raviver notre flamme. Si tu veux que ce soir soit la conclusion, je respecterai cela. C'est acceptable. Je ne vise pas ça. Mais je l'accepterai. Je reste la femme dont tu es tombé amoureux, celle avec qui tu as voulu passer ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu as gagné en sagesse et en compréhension. Néanmoins, je crois qu'il y a toujours un lien indéfectible entre nous. Alors, je te demande si nous pourrions tenter de recommencer. Je ne te demande pas de te précipiter au tribunal demain et de me réépouser. Mais tu continues à m'aimer. J'en suis certain. Et je te tiens encore à cœur plus que tout au monde. Oui, j'ai fait une erreur. Cependant, il me semblerait tragique de démanteler ce qui pourrait encore devenir un beau mariage à cause de cette erreur. Je me suis approché d'elle jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres entre nous.
Aucun de nous n'a prononcé un mot, nous nous sommes simplement regardés dans les yeux. À cet instant, tout est devenu clair. Sans dire un mot, j'ai caressé sa main, et elle a tremblé légèrement, comme si tout son corps réagissait à ce contact. « Tu as préparé cette rencontre ?» ai-je demandé avec un sourire doux. « Je savais que tu serais là » a-t-elle répondu doucement. « Et je voulais que tu sentes à quel point tu m'as manqué. » Elle s'est approchée davantage, et nos lèvres se sont unies dans un baiser qui nous a instantanément transportés à une époque où tout était intact. Son toucher était lent, simplement assuré. Débordant de désir et de souvenirs. Nous bougeaillions à l'unisson, comme si nous ne nous étions jamais séparés. Ses vêtements ont glissé sans effort sur le sol, et bientôt mes mains retraçaient des contours familiers. Nous nous sommes déplacés vers le lit et nous nous sommes allongés l'un contre l'autre, savourant le silence, un silence qui disait plus que tous les mots. Nous ne fîmes qu'un de nouveau accord, souffle, désir. Plus tard, alors que nous étions allongés ensemble, elle a murmuré, « Ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas senti t'appartenir. » Nous nous sommes reposés dans les bras l'un de l'autre, partageant chaleur, souvenirs, et ce moment fugace où le temps semblait suspendu et tout ce qui était brisé se sentait de nouveau entier, ne serait-ce que momentanément. Merci, Henri. Tu ne comprendras jamais à quel point cela était important pour moi. Y a-t-il une chance que, enfin, tu sais, la deuxième chose? Je suis encore incertaine à ce sujet, Connie. Mais permets-moi de te poser une question. Es-tu venu en voiture ce soir? Oui. Au cas où. Si les choses ne se passaient pas bien et que je devais partir, alors je pense que nous devrions en discuter plus en détail. Mais je pense que nous devrions avoir cette conversation dans notre appartement. Notre appartement? Eh bien, techniquement, il est à moi jusqu'à ce que tu déménages tes affaires. Tu es vraiment sérieuse. Chérie, je t'en prie, ne joue pas avec moi. Parce que si tu ne me jures pas que tu plaisantes, je me pointe demain devant ta porte avec toutes mes affaires. Je suis tout à fait sérieux. Je t'aiderai même à emménager. Cela dit, il faudra qu'on discute encore de cette seconde chance. Je lui ai souri, et elle m'a rendu mon sourire. Enfin, tout semblait de nouveau parfait. Je n'avais jamais cessé de l'aimer. Jamais cessé de la désirer. Nous sommes restés là encore quelques minutes avant de réussir à nous lever et à récupérer nos vêtements. Nous avons quitté la chambre main dans la main. Juste avant de partir, j'ai remarqué Tom en train de discuter avec deux personnes en bas des escaliers. Je me suis approché et lui ai chuchoté à l'oreille, « Espèce de sale type. Je ne te pardonnerai jamais. » Pour ça. Il s'est simplement retourné, m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Connie à côté de moi, et enfin moi à nouveau. Ouais, j'en suis sûr. Ce sera une terrible punition pour moi. On fait toujours le bowling demain soir? Oui. Amène Marie pour qu'on puisse faire des doubles mixtes. Ça marche. Fais-moi signe si tu as besoin d'aide pour remettre les affaires de Connie en place. Je me suis retourné et les regardé. Comment diable as-tu fait? Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même, bordel. Tu n'as qu'à m'appeler, et on déménagera ses affaires. Je n'ai pu que sourire et acquiescer. J'ai pris la main de Connie, et nous nous sommes dirigés vers sa voiture.